Afternoon, everyone. My name Good afternoon. is Joseph Masonda, and I am the Advocacy and Communication Officer for DVV International East Africa, representing as well the Moja or Moja platform. So, so for some of us who are already familiar with Moja, and for newcomers who are not familiar with Moja or Moja platform, is the basically a digital platform for us adult practitioners and educators for networking, sharing our resources, and also engaging better for advocacy in adult education service across Africa. So my colleague will explain this further at the end of the session. But today the purpose is to have a webinar on different adult education approaches, that's adult education service delivery approaches that we use in our daily work. So without any further ado, before we go to the objective of the webinar, I would like to set some housekeeping or some groundwork in order to make this to make this webinar today fruitful and also engaging and active. So I will advise everyone to switch off their microphone so that we can hear well our presenters and get to capture all the necessary information that we need. So another thing for translations, you can switch on the language that you prefer below on the global icon on the screen, as well as you can you choose the language that you're familiar, if it's French or it's English. Then if it's good to know each other, I think we can use the chat part. So to introduce ourselves, where you're from, which country, yeah, and your organization, so that we can get familiar and to know each other. Other important links and information will be shared on the chat as well. So keep an eye on the chat. But also, if you have any questions after presentation or during a presentation going on, you can fill in the chat so that the presenter can answer it after finishing up the presentation. So after we are familiar with the basics, I think it's important to know that the purpose today is to discuss the different approaches that we use for delivering adult education services in our areas. So today the focus will be on examining the reflect methodology as one of the approaches that we use in delivering these adult education services, where we're going to have two presentations from West Africa and from East Africa as well, to capture all these two regions so that we can get a different experience and insight from all these two regions and our presenters. So without further ado, I would like to welcome my colleague from West Africa to introduce the first presenter, and then we can continue from there. Abdoulaye, please, welcome. Bonjour, Joseph. Yes. Bonjour tout le monde. Et grand merci pour votre présence au webinaire d'aujourd'hui que mon collègue vient de vous présenter les objectifs. Donc, la première présentation sera faite par Madame Bazinga Traoré Solange. Madame Bazinga Traoré Solange est née le 17 janvier 1961. Elle est de nationalité burkinabé. Elle est veuve, mère de 3 enfants et de 4 petits-enfants. Elle est titulaire des masters de recherche en sciences de l'éducation et d'une maîtrise en linguistique. Elle est coordinatrice de l'association Syriaïri Formation, dont le siège est à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina. Madame Bazinga est membre du conseil d'administration de l'association pour la promotion de l'éducation non formelle, APN, Burkina Faso, que vous connaissez tous, qui est vraiment un réseau très dynamique dans le domaine de l'association, l'éducation non formelle en Afrique de l'Ouest. Elle est également formatrice en droit humain, en démarche bilan valorisation des compétences et en approche et réflexe depuis 2003. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame Bazinga Traoré Solange. Et sans trop tarder, nous allons lui passer la parole
pour sa présentation. Je vous remercie. Bonjour. Madame Bazika. Oui, merci, M. Allez-y. Konota. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et avant tout propos, je voudrais quand même dire merci à l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle dont M. Konota vient de parler, qui est la promotrice de l'approche Reflète au Burkina Faso. Et je tiens à dire merci à Pamoja Afrique à travers quand même sa plateforme Moja. Et un merci particulier à M. Konota qui, depuis l'année dernière, nous sommes en train de cheminer ensemble afin qu'aujourd'hui, on puisse présenter quelque chose. Ceci étant, il m'a été demandé de présenter les avantages et les acquis de l'approche Reflète dans la formation des adultes, l'expérience de l'association Srahiri Formation. Comme plan de présentation, je vais développer 6 points. Le premier point, c'est la présentation de ma structure qui est ASF Srahiri. Et le deuxième point, pourquoi le choix de la Reflète? En troisième position, qui sont les bénéficiaires de la formation Reflète et pourquoi ces bénéficiaires ont-ils été acceptés et ciblés? Quatrième point, avantages et acquis réalisés par Srahiri. Cinquième point, les défis liés à l'application de la Reflète. Et le sixième et dernier point, quelles sont les opportunités et plus-values de la Reflète. On revient pour le premier point en ce qui concerne la présentation de ma structure qui est l'association Srahiri Formation. Et avant, Srahiri, c'est en langue nationale Djoula. Srahiri, c'est le baobab, cet arbre majestueux de l'Afrique que nous connaissons tous. Et l'association a été créée le 2 janvier 1998. Et son siège social, comme disait M. Konota, est à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina. Nous intervenons dans le domaine de l'éducation, essentiellement l'éducation non formelle, l'alphabétisation et la formation. Et Srahiri vise l'amélioration des conditions de vie et des populations par le biais de l'alphabétisation et des formations techniques et spécifiques. Donc, vous comprendrez que c'est une structure de formation par essence. Et Srahiri est membre du conseil d'administration de Pamoja, Burkina. Pourquoi choisir cette formule? Parce qu'il y a beaucoup d'autres formules. Et pour nous, le capital humain reste un des déterminants majeurs du développement humain durable. Il est une évidence que les analphabètes ne sont pas dénués de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Aussi, l'amélioration significative du capital humain reste-t-elle une impérieuse nécessité pour la promotion véritable du développement humain durable? Et pour nous, c'est la Reflète qui répond le mieux pour l'atteinte de ce développement durable. Et pourquoi? La Reflète, c'est le changement de nos pratiques de formation. Pratique de formation, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous changeons et que nous puissions quand même mettre les apprenants au centre de leur formation, qu'on les considère, je disais tantôt plus haut, ils ne sont pas dénués de savoir, ils ne sont pas dénués de savoir-faire ni de savoir-être. La Reflète, c'est un programme d'apprentissage bâti à partir des besoins et préoccupations des bénéficiaires, puisque le fondamental, il faut faire un diagnostic de base auprès des populations afin de recueillir leurs besoins et leurs préoccupations sur lesquels on va bâtir le reste. La Reflète est un processus d'apprentissage alliant théorie et pratique, c'est-à-dire on ne se limite pas à la théorie, puisque après, il y a les compétences et il y a la mise en œuvre des idées d'action. Donc, il y a théorie et pratique. Pourquoi la Reflète, pardon, la Reflète, c'est l'appropriation des acquis instrumentaux et techniques par les bénéficiaires.
Non seulement il y a le volet alphabétisation, on apprend à lire, écrire et calculer, mais également il y a les compétences techniques dont les bénéficiaires bénéficient. La reflet, c'est une possibilité de réinvestissement et de pérennisation des acquis, que ce soit les acquis instrumentaux, que les acquis à travers les compétences qui ont été acquises. La reflet, c'est surtout la participation active de la communauté au processus d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage. Il y a un lien entre le cercle et la communauté. Tout à l'heure, on disait le diagnostic de base avec toute la communauté. C'est-à-dire le centre, c'est vraiment le cercle, c'est leur cercle. C'est également l'utilisation de ces outils marbre-là ou d'autres outils participatifs qui visent la promotion, l'autoréflexion et l'action. C'est à travers ces outils-là qu'on permet aux participants d'être à l'aise, de s'exprimer et de se sentir concernés, de pouvoir approprier les choses. C'est également la responsabilisation des bénéficiaires. Et on disait tout de suite, l'apprenant vraiment est mis au centre de son propre apprentissage. Et c'est le recrutement et de facilitateurs et non d'animateurs. Alors, vous voyez, un facilitateur, mais il démontre aux participants qu'ils ont et qu'ils sont capables de développer des compétences et les connaissances afin de comprendre le monde qui les entoure, et de mener des actions pour l'améliorer. Et pour cela, j'ai pu trouver quelque chose qui, pour moi, qui correspond bien. On dit, un facilitateur, ça fédère autour d'un cadre, accompagne vers l'émergence, connecte les individus, invite à la collaboration, limite les dispersions, interroge pour relancer, temporise les échanges, élimine les perturbations. Alors, c'est ça le facilitateur qu'on voudrait qu'il soit dans nos cercles et non l'animateur. Et qui sont les bénéficiaires toujours de la réflexe et pourquoi ils sont ciblés? Ce sont les adultes, femmes et hommes, et quelquefois des adolescents qui sont ciblés. Réflexe cible les adultes, plus les adultes au regard de son fonctionnement et le développement communautaire et le changement social, l'autonomisation et la responsabilisation de l'apprenant. En effet, les adultes ont plus d'expérience de la vie et une vision qui leur permet d'analyser un fait et prendre une décision, ce qui n'est pas encore perçu chez l'enfant. Donc, d'où le choix justement des adultes pour mener cette formation. Là, on arrive maintenant aux avantages et aux acquis à travers l'expérience de l'association Strahili Formation. Et là, on a pu quand même toucher plusieurs secteurs, mais pour la présentation d'aujourd'hui, nous limitons à 8 secteurs. Dans le premier, c'est la reflète pour l'amélioration du secteur de l'alphabétisation formation. Strahili a ouvert de 2003 à 2021 un total de 193 cercles reflètes et formé 4495 apprenants-apprenantes, dont 2863 femmes et 1632 hommes. Tous, c'est un centre d'alphabétisation, ils ont appris à lire, à écrire et à calculer, et ils ont aussi participé à la réalisation de leurs idées d'action. Aujourd'hui, bon nombre tiennent un cahier de gestion de leur activité génératrice de revenus. Ils élaborent eux-mêmes des comptes d'exploitation de leur activité et ils notent des dates et événements sociaux, des projets et programmes, les utilisent dans la mise en œuvre, etc., etc. Et je dois vous dire, quand les gens, que ce soit les projets ou autres, quand ils arrivent au niveau des villages, pour la mise en œuvre de leurs activités, la plupart du temps, ils font appel aux néo-alphabétisés. Et je peux peut-être vous partager un truc, ce sera après. Il y a également l'appropriation des outils marbre et genre pour les apprenants des cercles reflètes. Alors, ces outils qui permettent justement
et l'expression et la participation, c'est l'inclusion totale, la démocratie, et les gens sont à l'aise pour participer, pour débattre de leurs problèmes et y trouver des solutions. Il y a également la promotion des acteurs terrain de la Reflète. Je peux vous dire aujourd'hui que nos animateurs, superviseurs et formateurs sont issus de nos cercles Reflète. Il y en a qui ont été participants d'abord, après animateurs et superviseurs et même formateurs aujourd'hui des formations techniques et spécifiques. Et un cas particulier, peut-être que je n'ai pas souligné, le cas d'une femme, mais paix à son âme, il y a les Burkinabés qui suivent également avec nous, Madame Téné Traoré. Téné Traoré a été participante dans nos centres. Et après, Téné Traoré est devenue vraiment une promotrice de transformation de beurre de qualité, et elle a son usine de transformation, elle exporte et elle fait tout. Paix à son âme, ses enfants continuent son œuvre aujourd'hui. Mais elle a commencé dans le cercle. Alors là, tout ce que je dis, il y a des images, vous voyez, une femme dans un centre d'alphabétisation, également, c'est ça. Ça, c'était les images pour illustrer l'alphabétisation. En ce qui concerne l'amélioration pour la santé, je vous dis que Sraïli, nous avons 3 cercles Reflète au profit de 90 personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. La Reflète a permis de voir l'émergence d'une prise de conscience élevée des apprenantes pour un meilleur suivi sur le plan médical. Les apprenants de ces cercles-là pouvaient lire l'heure, les dates, les chiffres, les ordonnances et respecter les prises de médicaments. Ainsi, la Reflète a permis un suivi rigoureux des traitements et des mesures d'hygiène à travers l'alphabétisation grâce au respect des horaires et de prise de médicaments. Cela a contribué à garantir l'anonymat des malades et leur a donné le goût à la vie. L'anonymat parce que les premiers moments des traitements, il fallait toujours prendre les médicaments aux mêmes heures. Elles ne savent ni lire ni écrire. Tous les jours, la personne est obligée d'aller demander à quelqu'un est-ce qu'il est telle heure, est-ce qu'il est telle heure, tous les jours par finir, et on va soupçonner quelque chose et il n'y aura plus de confidentialité alors que ça doit être confidentiel. Toujours pour la santé, alors ces mêmes PVVIH, des cercles-là, elles ont pris conscience et ont monté des sketchs de sensibilisation sur différents thèmes pour les autres communautés d'implantation. Là où nous avions des cercles Reflète, c'était ces femmes-là qui venaient pour les sketchs sur différents thèmes. Donc, grâce à leur action, des communautés connaissent les modes de transmission du VIH-Sida, des IST. Il y a eu d'autres thèmes comme le palu, etc., etc. Par leur sensibilisation également, 104 personnes ont effectué leur test de dépistage volontaire, dont 3 cas positifs référés et la prise en charge a été assurée. Sensibilisation par rapport à la santé toujours, de 200 apprenants des cercles Reflète à la construction et à l'utilisation des latrines. Mais 41%, bon, je ne dirais pas que c'est peu, ont construit des latrines et les utilisent effectivement. Alors, comme on illustre toujours, on illustre avec des schémas, ça c'est un journal pour illustrer quand il y a eu le dépistage volontaire. C'est la coupure d'un journal. La Reflète maintenant pour l'amélioration du secteur de l'agriculture et de l'environnement. 45 apprenants de 3 cercles Reflète ont été formés aux techniques de construction de sites anti-érosifs, la technique de pose de cordons pierreux. Ensuite, ils ont construit des cordons pierreux dans leurs exploitations agricoles. Ainsi, leurs sols sont protégés contre l'érosion des sols de pluie et leur fertilité est conservée. Cela a contribué à accroître sensiblement et durablement leur production agricole, tout en préservant l'environnement et la construction des sites anti-érosifs. Et la construction des sites anti-érosifs est en train de s'installer dans les bonnes pratiques agricoles. Et voici des images pendant la pose des cordons pierreux. Et voilà le résultat qu'on peut voir
quand il y a eu... Maintenant, on poursuit toujours au secteur de l'agriculture et l'environnement. Il y a eu, pour la formation, les apprenants ont été formés en construction de fosses fumières. Là, on compte 42 apprenants issus de 6 cercles qui ont été formés aux techniques de production de compost. Chacun a réalisé une fosse fumière et tous les 42 apprenants utilisent le compost qu'ils ont produit pour fertiliser leur sol. Les rendements ont sensiblement augmenté. En fait, il y a eu des fosses fumières, mais il y a eu également le compost. Il y a eu les deux, en fait. Ils ont également été formés aux techniques de production de pépinières. 55 apprenants ont été formés et ils ont assimilé ces techniques-là. Ils ont par la suite produit plusieurs variétés de plants, que ce soit les nérés, le baobab, moringa, eucalyptus, manguier, anacarde, etc., qu'ils plantent et vendent. Grâce à cette formation, les plants sont disponibles et accessibles dans plusieurs localités. Et on peut voir ici, c'est la fabrication de compost, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Alors, tout le monde y participe. Voilà, c'est des images pour illustrer cela. On poursuit toujours pour le secteur de l'agriculture et l'environnement. 300 apprenants ont été sensibilisés sur les conséquences de la déforestation et aux techniques de plantation d'arbres. Ils ont planté 380 plants d'eucalyptus, 560 manguiers, 330 nérés, 200 eucalyptus, 164 baobabs dans 12 villages. Et les femmes du cercle reflètent, ça c'était dans un village, ayant compris les avantages de l'arbre, elles ont entrepris de faire un champ de baobab et de moringa dont les revenus ont changé leur vie. Je reviendrai avec les images pour que vous voyez ces braves femmes-là. 60 femmes potières de 2 cercles ont été sensibilisées aux conséquences de la coupe abusive du bois. Comme alternative, 2 fours à poterie ont été construits pour elles pour pallier au grand feu et améliorer la production de leurs revenus. Et vous aurez les images. Voilà le champ de baobab et moringa des femmes là, après semis. Et les voilà, ces braves femmes-là. Et ce n'est pas fini. Vous voyez, quand le champ a commencé, on les a suivis. Et les voilà avec leurs produits pour la vente. Et je vous dis que le baobab et le moringa, c'est prisé. Ça s'achète. Rien ne jette. On ne jette rien. Tout est consommable. C'est le four à poterie là pour les potières. Et voilà les jarres qui sont là et la rentabilité est là. On arrive maintenant dans le secteur de l'élevage. Formation des apprenants de plusieurs cercles en vaccination villageoise de volailles. Formation de plus de 200 apprenants en aviculture et octroi. Et après la formation, on donne 10 poules et un coq reproducteur à chaque groupe, en fait. Ça, c'est la base pour démarrer. Et après 16 apprenants, animateurs et supérieurs sortis des cercles ont su améliorer leur production et ont par conséquent bénéficié du projet avicole. Je prends particulièrement le cas de M. Dambélé, qu'on verra après. Il était le seul homme dans son cercle, mais il a accepté de passer les 3 ans. C'était vraiment un analphabète. Il n'avait pas eu la chance d'aller à l'école. Et vous allez voir ce qu'il a pu faire après. Il fait partie de ces 16-là. Et par la suite, les 16-là, ils ont constitué une coopérative avicole, dénommée Société coopérative simplifiée avicole Kankeletigi de Siraïri. Et cette coopérative elle est reconnue légalement ici au Burkina et elle a bénéficié de la subvention en aliments de la part du gouvernement. Ça, c'était en 2023. Et ils poursuivent toujours leur production. Alors, pour l'élevage, toujours, 18 apprenants de 2 cercles ont été formés en apiculture. Et ils ont bénéficié de 12 ruches, 4 combinaisons et 4 enfumoirs. Les néo-alphabétisés d'un cercle poursuivent toujours l'activité qui est rentable car le miel est très puisé. Je dis poursuivre un cercle. Malheureusement, le deuxième, il y a eu un feu de brousse qui a dû ravager. Mais ceux-là, en tout cas aujourd'hui, ils s'en sortent avec la vente de leur miel. Madame Solange, s'il vous plaît, oui? c'est très intéressant que votre présentation est très, très intéressante. Elle sera également partagée avec les participants. Il vous reste moins de 10 minutes. Ça marche. Il vous reste 7 minutes. Ça marche. J'y vais rapidement. Ça, c'était l'élevage, comme vous avez vu.
On peut poursuivre. C'est les images hein, pour illustrer. Chaque apprenant vient avec sa poule et c'est la pratique. C'était M. Dambélé dans son poulailler et qui emploie aujourd'hui 2 formateurs. C'est de l'apiculture. Là, j'ai tenu à montrer des images. Maintenant, j'ai à la transformation, ce qui est intéressant. Alors, les produits, beaucoup de produits ont été transformés, que ce soit le manioc pour faire la tieke, que ce soit le soumbala, que ce soit les savons, le beurre de karité, teinture, cocodonda. Je crois que vous me regardez et vous ne voyez pas la tenue que je porte aujourd'hui. C'est confectionné par mes apprenantes et j'en suis fière. Là, c'est les images pour la tieke et le manioc qu'elles sont en train de faire et ça se poursuit toujours. Ça, c'est le soumbala. Je tenais à vous montrer, il y a beaucoup d'images pour illustrer réellement les expériences de Sraïri. Que ça, c'est Cocodonda. Maintenant, l'action sociale. À cause de leur engouement, et avec Rêve Plus, là, on a octroyé des charrettes d'eau, réflexion d'une piste rurale. La piste rurale a son histoire. Quand on arrivait dans ce cercle-là, ils nous disaient que oui, ils n'ont pas de route. On a tout noté pendant le diagnostic de base et on les a amenés eux-mêmes à réfectionner leur route pour dire que ce n'est pas le gouvernement qui va venir faire pour vous. Voilà l'octroi du charrette. L'état civil, je prends 2 points seulement. Alors, quand on devait, puisque dans les centres d'alphabétisation, on a besoin des actes de naissance des apprenants pour pouvoir, après, pour qu'ils puissent avoir leurs attestations. De ce centre, il n'y avait pas. Il y avait beaucoup qui n'en avaient pas. Alors, ils ont pris conscience et voilà une opération de pièce d'état civil qui a été réalisée au profit de 207 personnes. Également, quand on a formé sur le code de personnes de la famille, voilà que 2 villages, ils se sont mobilisés pour le mariage collectif. Et là, vous allez voir les images également, les pièces d'état civil, le mariage collectif, et j'en passe. Au microcrédit, c'est là également le truc. En ce mois, puisque les idées d'action, il y a un certain montant. On a commencé par un roulement de fonds qu'on a donné déjà aux femmes qui étaient dans les cercles. Et après 3 ans, ça constituait vraiment un capital pour elles. Et on a dû former, accompagner ces femmes-là. Et finalement, on les a accompagnées au niveau des institutions financières où ils ont pu prendre des prêts. Et des femmes aujourd'hui, là, pendant la Semaine nationale de la culture, elles peuvent prendre des stands. Et voilà le microcrédit que je peux vous présenter. Maintenant, quelle est la plus-value de la Reflect? Si vous perdez rapidement, c'est intéressant. Les acquis de la Reflect facilitent le développement de capacités qui permettent aux bénéficiaires de développer des AGR. Ça, on l'a vu. Le civisme, les actions de restauration, on a bénéficié de plusieurs des distinctions honorifiques, tout ça là, grâce à la Reflect. Ça, GNVC et Reflect et la GNVC, la gestion non violente des conflits, voilà le sketch qui a été présenté. Les attestations que Sraïri a pu avoir, les défis, c'est le dernier point, M. Konota. Le premier défi, c'est la non prise en compte de la dimension. Avec les défis, il n'y a pas de problème. Allez-y doucement, s'il vous plaît, avec les défis. Avec les défis. Voilà, pour permettre à l'interprète de pouvoir interpréter correctement pour les participants. Yeah. Merci. Allez-y, madame. Abdul, interject, please. The English translation is on the French channel. If you could swap it around to the English channel, please. D'accord. Le premier défi, c'est la non prise en compte de la dimension habilitante de la Reflect lors des évaluations des régaliens. En effet, l'évaluation porte sur les connaissances instrumentales, c'est-à-dire la lecture, le calcul et l'écriture. Mais la dimension habilitante, la compétence que les apprenants ont eue dans la réalisation des idées d'action, ça, ce n'est pas pris en compte. Alors que c'est fondamental pour l'approche Reflect. Le deuxième défi, c'est l'adaptation de la Reflect au contexte actuel du financement. Les fonds s'amenuisent. Il n'y a plus de financement. Mais je dois dire que la prise en charge des facilitateurs, par exemple, là, elle est dérisoire par rapport aux autres formules que nous connaissons ici. Alors que nous connaissons l'ampleur du travail dans les cercles Reflect. Ça, c'est une préoccupation. Et de plus en plus, le souhait, ce sont des adultes. Passer 3 ans dans les cercles, ils voudraient qu'on puisse ramener que ce soit de 3 ans à 2 ans.
Ça, c'est également le deuxième défi. Le troisième défi, j'espère que ce n'est pas trop rapide, c'est la bonne conduite du diagnostic de base afin de relever les préoccupations réelles des communautés. Je parlais tout de suite des financements. Par exemple, cette activité qui est fondamentale, qui est la base de tout, le diagnostic de base, n'est pas financée par le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation de base, qui est le panier commun qui finance les cercles, tous les centres d'alphabétisation dans les cercles. Et c'est vraiment une préoccupation, un défi, alors que si le diagnostic n'est pas bien mené, alors c'est difficile de faire le reste. Le quatrième défi, c'est l'innovation, le continuum articulant l'éducation de base, la formation professionnelle, voire l'appui à l'insertion socio-économique, comme on le dit, le triptyque éducation de base, formation professionnelle, insertion socio-économique. C'est vrai que nous réalisons des idées d'action, mais il va falloir qu'on puisse aller au-delà, faire réellement vraiment des formations, des apprentissages des métiers. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Alors, M. Konota, je suis à la fin de la présentation et je vous remercie et je reste disponible. Merci, on vous remercie et au nom de tout le monde, de l'équipe ACP, de tous les participants, les chers participants, nous remercions Mme Solange et nous vous accordons 5 minutes pour les questions d'éclaircissement. C'est-à-dire, si vous avez des questions d'éclaircissement ici, sur la présentation de Mme Solange, nous pouvons aller avec vous les questions des participants parce que l'objectif de ce webinaire, de tous les webinaires de Moja, c'est que tous ces webinaires doivent avoir un caractère participatif. Donc, elle a fait sa présentation, c'est très bien, mais nous attendons vraiment les réactions des participants, leurs contributions, leurs questions d'éclaircissement. Et après la seconde présentation, nous allons passer encore à une plénière. Toutes les questions que vous avez, toutes les préoccupations, toutes les interrogations que vous voulez poser sur les différentes présentations. Nous vous remercions et nous sommes à votre disposition pour vos questions ou si vous voulez mettre vos questions d'éclaircissement sur le chat ou si vous voulez prendre rapidement la parole en 5 minutes pour pouvoir présenter vos différentes questions d'éclaircissement. Nous avons déjà une main levée, Abdoulaye. Oui, allez-y avec la main levée. S'il vous plaît. Alors, on commence avec la première personne. C'est Mor. Diakhaté, comment ça se du prononce. Sénégal. Mor Diakhaté, monsieur Mor Diakhaté du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci, Solange. Merci, chers membres donc, de Moja. Je voudrais vraiment féliciter Solange pour la présentation donc, sur l'approche Reflect. Elle a fait une présentation très exhaustive sur l'approche Reflect. Je partage parfaitement avec elle les acquis vraiment de Reflect en matière d'autonomisation économique, sur les questions d'environnement, sur les questions de santé, entre autres également. Mais je voudrais également, mon intervention va surtout s'appesantir sur les enseignements apprentissages. Comme vous le savez, Reflect, vraiment, au départ, c'était vraiment de l'alphabétisation donc des adultes. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport au contenu des enseignements apprentissages, c'est-à-dire en lecture, écriture, calcul. Les défis, nous travaillons sur ça, donc on a des cercles d'alphabétisation, des cercles réflexifs ici au Sénégal, mais nous avons constaté que quand vous démarrez avec un groupe de 30 personnes, par exemple, au bout de 6 mois, si vous faites l'évaluation, il y a des niveaux qui se séparent. On a des gens qui vont rester débutants, on a des niveaux intermédiaires, on a des niveaux avancés. Maintenant, les défis sur lesquels nous devons travailler, à mon avis, c'est comment développer des contenus d'apprentissage par rapport à ces différents niveaux-là, niveau avancé, niveau intermédiaire, niveau débutant. Mais également, quels sont les défis? L'autre défi, donc, c'est par rapport à la gestion de ces classes-là, de ces cercles réflexes-là. Souvent, les facilitateurs ont des difficultés à gérer des cercles multiniveaux. Donc, on a ces différents niveaux-là. Est-ce qu'il y a des approches pédagogiques qui ont été développées chez vous pour avoir comment gérer un cercle où on a ces différents niveaux en matière d'alphabétisation? Ça, c'est ma première question. L'autre élément, c'est par rapport à l'environnement lettré. Ceux qui critiquaient au début parlaient toujours dans le sens de manuel pour asseoir l'environnement lettré.
Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu développer des matériels pédagogiques pour consolider, pour que les gens qui s'apprennent à lire, à écrire, disposent d'un environnement lettré qui leur permette vraiment d'utiliser les acquis de l'alphabétisation tout au long de la vie? Parce que quand vous êtes alphabétisé, vous savez lire et écrire, et que dans l'environnement avec lequel vous travaillez, il n'y a pas de support qui vous permet de consolider vos acquis, vous risquez de retourner à l'analphabétisme. Est-ce qu'il y a des dispositions pédagogiques que vous avez prises en place pour promouvoir un environnement lettré donc de qualité qui puisse garantir que les néo-analphabètes puissent continuer à utiliser l'alphabétisation parce que durant toute leur vie, quoi. Merci. S'il vous plaît, avant de passer à la deuxième main levée, nous voudrons vous préciser que les webinaires de Moja, ce sont des lieux d'échange, d'apprentissage et de connaissances mutuelles. Donc, nous allons demander à M. Mor Diakhaté de mettre sur le chat, de se présenter sur le chat pour les autres participants de toute l'Afrique. Je vous remercie. On peut passer au Nous avons déjà... Je n'ai pas compris, Ablaï. S'il vous plaît, vous reprendre. Je dois quoi? Si vous pouvez vous présenter sur le chat, si vous pouvez écrire sur le chat, je suis M. Mor Diakhaté, directeur de l'ONG, coordinateur du réseau. Ok, parfait. Je le fais tout de suite. Et pour M. Madiouni et M. Abdoulaye, vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Je suis en train de prendre note et on répondra aux questions après. Au Sénégal. Pour les autres participants. Sur le chat. Madame Solange, vous pouvez fermer votre partage d'écran. Comme ça, on va passer à la seconde main levée. Madame Solange. Madame Solange. Oui, je pense que Moi, oui. j'ai posé une question dans le chat. Je ne sais pas si les réponses vont être données maintenant ou si c'est après. C'est après. Ça sera après. J'ai pris note et on va lire toutes les questions après. Ok, ou même on peut passer à la seconde main levée. Oui, alors, qui va présenter, qui va partager son écran maintenant? Il n'y a plus d'autres participants qui voudraient intervenir. Il n'y en a plus avant la seconde présentation. Il y a une main levée, il y a M. Abdoulaye. Bonjour, oui, Voilà. Abdoulaye Youdaba. Je suis le secrétaire exécutif de la PNF, voilà, du Burkina Faso, la structure, comme Masenga l'a si bien présenté, qui fait la promotion de la Reflète avec Pamoja Afrique. Quand je remercie la collègue, c'est notre collègue Mme Masenga, voilà, qui est également membre du CA de la PNF, notre administratrice. Voilà, c'est juste dire que l'approche Reflète, c'est juste un ajout en conformité à ce qu'elle a dit pour conforter encore les résultats. L'approche Reflète est reconnue par l'État burkinabé, validée et reconnue comme une approche pertinente pour la formation des adultes et des adolescents. On l'utilise vraiment à grande échelle au niveau national. Voilà, c'est l'approche qui est financée également au niveau du FONAEF. Le FONAEF, c'est un fonds dédié à l'éducation non formelle au niveau du Burkina. C'est vrai qu'elle a si bien dit que les financements sont en train de se décroître, mais néanmoins, l'État continue d'accompagner ces approches pour la mise à l'échelle à travers le Fonds pour l'éducation non formelle au niveau du Burkina, même si voilà, l'enveloppe diminue, mais les plaidoyers permettent quand même de maintenir les centres Reflète et les cercles Reflète, voilà, pour le bonheur de la population. Voilà, donc l'expérience qu'elle a donnée, c'est juste un échantillon parmi tant d'autres. Ça, c'est vraiment l'expérience de Siraïrou Formation. Il y a autant de Siraïrou Formation au niveau de Burkina, sur le plan national, dans les 13 régions et les 45 provinces. Vous voyez un peu l'ampleur des effets, impacts de cette approche au niveau du Burkina. Nous avons à peu près une centaine d'associations ou opérateurs en alphabétisation qui mettent en œuvre cette approche chaque année au profit de la population. Voilà, c'est juste ce commentaire pour voilà, confirmer ce qu'elle vient de dire et ajouter justement au niveau régalien, au niveau de l'État, que l'approche est vraiment validée et reconnue au niveau national. Je vous remercie. Merci, M. Yona. Ou même on passe à la seconde présentation, ou bien il y a une autre main levée, ou bien
les questions qui sont posées sur le chat, on va les... On peut passer à la deuxième présentation, oui, et j'ai pris note, donc on répondra aux questions après. OK. Joseph, Yes. yeah, for the second. Can you hear me, Abdullah? Yes, of course. Yes. Okay, good. So Tout à we're fait. going to thank you, Madam Basinga, if I'm saying it correctly, for a nice presentation. I think we now got an insight from West Africa. Now we're going to move to East Africa. We are going to hear from Madam Akero Harriet. She's the Principal Literacy Officer from the Ministry of Gender, Labor and Social Development in Uganda. So her short bio, she's one of the expert sociologists since 1998 from Makerere University in Kampala. She's also a gender and community development and literacy specialist since 1999. She has the master's degree in adult and community education from Makerere University in Kampala. She also has a master's degree in international studies on women and development from South Korea. Also, she has a master's degree in international development cooperation from South Korea, as well as she's a member of the National Gender and the Climate Committee. She's also a member of the expert committee to Uganda AIDS Commission, a fellow at the African Women Leadership Institute in 2024, also a member of the Christian Women Fellowship. She's now an acting assistant commissioner for adult literacy in Uganda. So she's very experienced. I think we're going to hear from her. Please, Madam Harriet, can you share the presentation? Joseph, thank you so much. Yes. You're welcome. Please share your presentation and you can continue. Joseph, can you see my screen? Yes. Thank you so Yes, much. Okay. So thank you so much, participants, and I also thank the team Moja for organizing this. I also thank the person who presented before me. I also learned a lot from the Sierra Leone experience of Reflect. I want therefore to invite all of you to listen to the presentation of Reflect, a Ugandan experience. So it is all about Reflect. As you have heard from Sierra Leone, now you are hearing from Uganda. I request that you try to pay attention to the commonalities from the two presentations. So here we go. This is what I will present to you. I will be making a comment on what is Reflect, why I choose Reflect approach over other approaches, how Reflect works, Uganda's experience for Reflect, the best practices for Reflect, what challenges are associated with the implementation of a Reflect program, and how we can overcome such challenges, and then we shall conclude. To begin with, this is just a reminder, it is regenerated Frerian literacy through empowerment and community techniques. You do not just go and teach them the alphabet, but you need to generate experiences, reflections, transformation, mindset change, and someone should be able to jump above their condition of limited literacy skills. And we also use quite a number of techniques. As the person who presented before me, stated of the participatory methods, that is coming under the techniques, and many others that you are going to see from the Ugandan experience. So why do we need to choose Reflect over other approaches? What are the strong points? Freire realized that literacy skills alone was not sufficient to empower a person. You all know that for us who got chance to go to formal schooling,
we learned how to read and write our names, and it wasn't enough. We had to go through modeling and through several stages of specialization, of mastering, in order to become what we are now. So this is what Freire thought about, that we need to take them through a process where they will change like a maggot changes into a butterfly. That need for conscious and planned efforts. By the time you graduate them, they should be able to be conscious and recognize opportunities, threats, weaknesses around them, and they should also be able to plan their own efforts or group efforts at a group level and individual level, so that they can try to settle or to solve their problems. So in Uganda, we have adopted this approach in designing the national literacy program, and the program is called Integrated Community Learning for Wealth Creation Program. But before that, we had implemented an approach which is known as Functional Adult Literacy Approach. This ran in Uganda from 1992 up to 2015, when Uganda adopted the Reflect under the new program, ICOLO program. How does this Reflect work? Reflect works, if you want to work with Reflect, you should turn your program around and make your program to begin doing the following. One, issue-based learning. When you introduce a topic, if the topic is in line with numeracy, whereby you want them to learn the digit numbers, a single digit number, the double digit number, you should refer to a particular problem which is affecting the village or the community. And if you want to learn the literacy bit of it, you want to teach them the vowel letters, you want to teach them the consonants, you should always refer to a particular problem. So that is what we mean by issue-based learning. Then the number two is promotion of visual literacy. Every situation you talk about must be described, either in a map or in a tree or in a walking around the village to witness, to observe it. For example, if you want people to want to look at, I want to give a similar example from Sierra Leone about building pit latrines. If you want to know the problem of wash in your village, it is better that you walk and you see which household has a pit latrine and which household has no pit latrine. So all those are categorized under visual literacy. So when they count the number of pit latrines in the village, they can then come back and they begin to learn how to write that number which they have seen as a number of pit latrines in the village. The third one is promotion of women's literacy and numeracy. What are those issues that affect women? What are those challenges? For example, gender-based violence. And then you begin to learn words and to learn numeracy surrounding the issue of women, and such that at the end of the program, you will have imparted a new kind of attitude towards the problem of women. Number four is strengthening the weaknesses and failures of other methods. So this, I told you previously, we had a functional adult literacy approach. So ICOLO program is not completely new. ICOLO program strengthened the weaker areas of functional adult literacy program. And initially, there was a weakness in village saving and loan association. There was a weakness in livelihood skills training to improve livelihoods. And there was another weakness of post-literacy activities. So ICOLO program using Reflect decided to bring on board the new issues that will strengthen the running weaknesses. Number five is materials development. It means that when you're using Reflect, you should think about how do you develop material. Materials cannot be developed at national level because national level, the problem is not pictured well. Materials are developed at the community level based on what they are picturing. Whatever they draw, whatever they write, become the material that is going to be used for learning until when the program has ended. So there's a lot of flexibility
when you're using Reflect in material development. Then number 6 is developing and implementing context-specific literacy program. If the topic 1 in my village is gender-based violence, if you go to the next local government area, topic 1 might be on food security or nutrition security. This is what Reflect means by developing and implementing context-specific literacy program. If you go to fishing community, the problem will be, or the learning topics will be related to challenges of fish, or opportunities which are surrounding fish, and the same will be for the pastoral community, and the same will also be for the farmers. Then number 7, ensuring program quality through continuous learner assessment. Whatever you teach, you have to stop, pause, and reflect before you introduce new topics. If it was vowel letters, you have to complete the vowel letters and then stop, pause, reflect, assess each one by one, and ensure that they have learned adequately before you introduce other letters of the alphabet. So this is a picture of what Reflect activities will contribute to the situation in the community. If you look at on my left, there is a first circle is saying existing situation which has specific problems, for example, gender-based violence. And then on my right, there is a circle which is saying the future or the situation which we desire, whereby the problem has been reduced or solved. There will be no more violence in the household or in the community. So where do we position ourselves with our Reflect problem? Look at the 3 arrows below. So the 3 arrows indicate the Reflect activities or program which is trying to intervene to push the community from the undesired situation to the desired situation. And in Uganda, roughly, it will take about 24 months before you begin to realize the situation has improved on the ground. So Uganda's experience for Reflect. I told you that currently, starting 2015 financial year in the Ugandan system of governance, we started implementing the IOCLO program, meaning that the years before we were implementing functional adult literacy program. So when we conceived the idea of Reflect, we decided to put it into practice, and it gave birth to a Reflect-based program, which is called Integrated Community Learning for Wealth Creation Program. How IOCLO program components align with Reflect. 1, literacy and numeracy skills training is a component under this program. And so learning under this program is issue-based. Then number 2, village saving and loan association using the VSLA methodology. This is based on Reflect the principle of poverty eradication, because we think that if these people manage to save some money, then they will be able to acquire the capital for investment. And once they invest and knowledgeably, having gone through the transformation of the training under IOCLO program, then they will be able to fight the poverty on them. Then the second one, this is a picture which is showing you a Reflect class in motion. And so this is one of the classes which is in northern Uganda. As you can see, the community members have come to learn. Each one of them has a book, but before they begin to sit to learn, they are receiving remarks from the Est-ce qu'il y a un problème de connexion de son côté, ou est-ce que Abdoulaye? Oumema, Oui, vous allez bien? oui, oui, très bien. Donc, la présentation est bloquée pour tout le monde, pas seulement pour On moi. n'entend plus. Oui, tout à fait.
D'accord. Joseph, can you check with her? I think it's a network issue. Let me contact with her. Okay, I think she's back. Harriet, Yes. how are you? Yes, Joseph, can you hear Harriet? me? How- Yes. Okay. Yes, okay. So you can share again and continue. Thank you so much. Let me share my screen again. No, notice we cannot see the screen. Yeah. Hear me? And yeah, and maybe if she turns off her video. Yeah, and maybe if you can you turn off your video? Okay, can you hear me now? Yes, now we can hear you back. Okay, the component on community development is learners reflect on what is causing the problem at the moment, what are the actions that they can collectively take to solve the problem using the local solution. So that was component number 4. Then component number 5. Component number 5 is giving you a picture of an effort in Eastern Uganda whereby there was a problem of low maize yield. What you are seeing is maize, and they were trying to improve on production per acre, and they came up with a solution of early preparation of the field, early planting, early weeding, and then the proper agronomic practices. Then the second slide, the next slide is showing you how they are improving livelihoods through tomato growing for selling in the urban centers. Then the component number 5 is community learning center establishment. Within this, the reflect principle of institutional development. A total of 13 community learning centers have been established in Uganda as hubs for service delivery. Within this community learning center, other sectors do come and deliver services. And one of them is the sector for early childhood development, the subsector for early childhood development, whereby there is a playing taking place by children as their parents are in the whole learning literacy and numeracy. The next slide is giving you an example of post-literacy activity. After you have gone through the program, the Reflect program for 24 months, then you are able to practice, to specialize the skills that you have learned. When the person who presented before me completed his presentation, a question was asked that how or what plans do you have in place to sustain the new literacy and numeracy skills? So post-literacy activities, we design them to enable them practice the new or apply the new skills they have acquired for literacy and numeracy into specific skills, and they specialize. We have people who specialize in tailoring, people who specialize in carpentry, people who specialize in hairdressing, etc. and etc. in Uganda. What are the best practices in Reflect? 1, promotion of personal and community development. By the time you go through a Reflect program, you will have understood what is your problem as a person and what's your problem as a community, and you will have known the solution to each one of them. Number 2, addressing community issues or problems through integrating solutions with learning. So examples are given according to solutions and according to the effects and according to the causes of the problem, and application. There is also given time for application. Number 3, promotion of empowerment through enhancing critical thinking and reflection during learning using PRA methodology. Number 4 is promotion of active participation through involvement of learners in group leadership and community management of all activities
and the community learning centers. When the literacy centers are established, the community have the mantle to manage and to decide and to ensure that the classes or the literacy centers survive for a long period. And when the community learning centers are established, again, the communities will come and run their own businesses. Number 5, poverty eradication through promotion of savings. Every member of a Reflect Circle has to save, and they continue saving even after they have graduated. Then number 6 is literacy and numeracy skills enhancement through teaching literacy and numeracy for 24 months and graduation of learners. We have so far graduated about 4,000 learners, and they have been enrolled in post-literacy activities. And in a few months, they will begin to graduate from the post-literacy activities where they will have specialized. So this slide is giving you an example of integrating literacy and numeracy in the Reflect class. The first picture is giving you examples of the single digit numbers, whereby you ask the question, how old are you? Or how many children do you have? And the person, if you look at the Ugandan situation, the fertility rate is between 6 and 7. So meaning when they answer the number of children, some will be having 0, some have 1, some have 2, and then learning will start from there. Examples for teaching double-digit numbers, you ask the age of a person. And in Uganda, we also survive. Some have reached 100, but the majority are in the 70s and 60s. So it is in this double-digit whereby you find the age categories are falling for the majority in Uganda. Then examples for triple-digit numbers, you will now ask about balances and change. For example, the first figure you see, 100, is a denomination in Uganda. We have 100 shilling, we have 200 shilling, we have 500 shilling. And then on our right, there is a picture which is giving us an example of teaching literacy. To break down that word, they begin to break down the word into letters and then back to syllables and then back to words, and they're able to form new words which are related to the problem identified, because learning under Reflect is issue-based. What are the best practices? Promotion of gender awareness and women's economic empowerment. I have told you, through addressing the barriers, and illiteracy is a problem which is common among women in Uganda. The number 8 is promotion of environment and climate change management through critical reflections using PRA. For example, if they realize that they do not have trees where trees used to be, then they will have to reflect what happened to the trees, who is responsible for cutting it, what should we do to replant it, and what should we do to protect the trees in the future. Then number 9 is promotion of sustainable livelihood through training, income generating activities, and asset acquisition. Remember, we talked about saving, and members of the Reflect centers are encouraged to save and to invest the savings in assets not for consumption. So this is an example of a participatory tool whereby it is a problem tree that the members of the Reflect centers will use the tree to understand the causes and effects of the problem that is affecting them. A tree is drawn for all the problems which are affecting the community and which are affecting the individual. Promotion of use of locally available materials, and normally the materials which are already developed by other sectors, those are the materials which we use and we adopt for learning. The oldest books for children which they're coming with from school, the prescription envelopes which they're coming, which the parents are coming back with from the health centers or hospitals, all these are turned into learning materials.
sometimes even the actual tree is uprooted from the neighborhood to depict the PRA method of analyzing and understanding the problem. Then promotion of integration of different stakeholders and government sectors in the program design through holistic development of a learner. We identify learners on the basis of limited literacy skills, but when they reach the literacy centers, they are open to modeling and to education by water officers, by health officers, by agriculture officers, so that at the end of the day, the 24 months, they come out as a holistic developed learner. Then number 11 is system strengthening through institutional development, coordination, networking, capacity building. We have coordination meetings whereby we bring all our partners from the civil society, from private sector, from government together, like at least twice a year to deliberate and at all levels. And we also do capacity building and refresher training of all the implementers, supervisors, and managers. Challenges which are associated with Reflect. One, the major challenge is quality assurance. Quality assurance, the Reflect program will require training and capacity building to be done constantly in order to ensure that the implementers do not have a gap. Then the second one will require constant monitoring to ensure that the implementers do not go off the plan. Then the last one is motivation of facilitators. These are community-based parasocial workers who support the implementation of the program. And once they are trained, they are now called facilitators, and they're the ones responsible for generating the lesson plan, for generating lessons, for implementing lessons, for inviting the guest speakers from the different sectors to ensure that the learners graduate when they are not half-baked. So how can we overcome these three challenges? In Uganda, we have cascaded the capacity building processes. We have a team of master trainers. I'm one of them. And then we have a team of trainers, and these ones are at the local government level. And then we have a team of facilitators, and then the facilitators now go down to train the adult learners in the reflect centers. Then the problem of constant monitoring, we have a work plan and a budget for monitoring at all levels. National level and at the local government level, we are doing monitoring. And then we also do constant mentorship and coaching through a monthly meeting arrangement where facilitators will come meet and they will talk about the gaps, the challenges. For example, if they have a challenge in lesson planning, and then they are mentored and followed to the field and coached. Then the last one for motivation of facilitators, we have in Uganda created a budget for motivation of facilitators at all levels, whereby there's a stipend, a small stipend, which is given to facilitators at the end of the month. And then secondly, facilitators must not go to facilitate in the village, which is far away from their homestead. That also is to reduce on the stress and the expenses that the facilitator will have to incur in the process of going to facilitate. This one, I would like all of us, because of time restriction, we could not give you all the examples of what is happening in line with Reflect in Uganda. I call upon each one of us after the webinar to please copy this link, which is a YouTube link, and you watch. It is an advocacy video which is produced for ICOLO program, and ICOLO program adopted wholly the Reflect approach. Thank you so much. Thank you for listening. I invite questions. Thank you. Yeah, thank you, Elliot, for a nice presentation. We really got to know more about Reflect in Uganda experience. So we welcome each and every one of us for any clarification questions for this specific presentation from Elliot. You can raise your hand, or if you have any inputs and suggestions, please raise your hands and then you can share.
Oh, Abdullah, you can continue then with the panel discussion if there are any questions. Joseph, Yes. Merci bien, about, Joseph. Nous avons une main levée, Ah, celle de Carole. Nous allons lui donner la parole. Carole, vous pouvez? Okay, merci, Monsieur Abdoulaye. Thank you very much, Madam Harriet, for your presentation. This was very good. I would like to know if in your program you already include the ICT's competencies. And you talk about one of the challenge is the motivation of facilitators. For many, many long years, I know that Pamoja, West Africa, and others Pamoja advocate for a good salary for facilitators, because if facilitators are not well paid, we cannot expect to have a good quality of the learning. So I would like to know how much do you pay to the facilitators in your country, and do you think that it is sufficient, or the government should give more? Thank you. Joseph, Monsieur Madame Konotage, Harriet peut répondre à la question de Carole et puis nous continuons rapidement avec d'autres mains levées. okay. Madame Harriet, yes. please, you can answer the questions of Madame Carole, and then we can continue with others. Yes, thank you so She much. asked the question. The first question was on ICT competencies. ICT competencies have been included in Uganda as post-literacy activities. Once you are done acquiring the basic literacy and numeracy skills, then you can then enroll at the community learning centers to be trained and to specialize in ICT. Then the second question is on motivation of facilitators. We have two levels. We have facilitators who are at village level. They are motivated at 50,000 Uganda shillings. This figure is inadequate, and we also advocate for government and partners to increase this figure. Then the second level of motivation of facilitators is at the community learning center. We have community learning centers which are acting as regional model centers, therefore, whereby the other local governments come and learn from them. So facilitators at the regional model center are enumerated at 100,000 per month. Still, this number is not adequate. We also advocate government and the partners to increase on this amount. And then maybe to just a comment, the local governments are free and the communities are free to motivate the facilitator in whatever way. For example, some local governments purchase bicycles for the facilitators. Some local governments form them into groups and give them a development grant to add onto their VSLA so that they can access capital for investment. Thank you. Merci. Madame Carole, votre question a été répondue en ce qui concerne les frais de prestation des facilitateurs. Si c'est bon, Oui, on passe à... j'ai répondu, Ouais, mais si elle pouvait dire ça en dollars, ça peut peut-être nous aider à avoir une idée. Elle a dit 100 000. Bon, je ne connais pas. Madam Harriet, please, can you tell also the salary of the facilitator in a euro or dollar? Okay. It is about less than 10 euro.
Non, ouais, 13,72 dollars à peu près. OK. Bye Ok. bye. Ouais. Donc, Elisabeth, s'il vous plaît, pour votre question ou votre contribution. All right, thank Elisabeth. you so much for your presentation, Harriet. I wanted to understand the level of participation of men in your reflect circles. Do you have a significant number of men who participate in the reflect circles? Secondly, you said the reflect circle is 24 months. After that, that's when the learners join the post-literacy activities or vocational skills training. I know that there are other instances whereby people join the reflect circles, especially where there will be vocational skills training in order to attend the training for the skills. So don't you experience dropouts within the 24 months because maybe others are not interested in the literacy acquisition, their only interest is in the vocational skills training? Thank you, and over to you. Thank you so much. Your question number one is the level of participation of men. If you compare participation under reflect with participation under functional literacy approach, the participation under reflect is much better than the participation under functional literacy program. So we have men, because out of the 5,000 who have so far graduated, it is about 200 as the number for men. So about 200 as a number for men. And but if you compare with the other previous approach, then we have done better under the reflect approach in bringing men on board. Then secondly, the integration of the investments and the VSLA and tagging business and livelihood skills in one way or the other has enabled to attract more men into the reflect centers. The other question is about dropout. Yes, we have registered some dropout, but the number is not significant. One, how do we guard against dropout? Is because we put the reflect centers so close to the households. And we also make sure that the reflect activities, the learning takes place in the afternoon so that the women are not most likely going to drop out because of the burden of the care work. So the dropout under the alcohol program is not very significant. We have registered a few and they are not significant. Thank you. Merci. Monsieur Mor Jakate, pour votre question ou contribution. Merci beaucoup pour la présentation qui est très exhaustive également. Ma première question, c'est par rapport à l'élaboration de l'unité Reflect. Comme vous le savez, les facilitateurs, avant d'aller dans le cercle, doivent se préparer, donc élaborer son unité Reflect. Est-ce que donc dans ce cas d'espèce, comment l'accompagnement se fait avec cette facilitatrice par rapport à l'élaboration de l'unité Reflect? Parce que nous, on a vu que la plupart des facilitatrices, pendant l'élaboration de l'unité, travaillent plus avec un seul outil. Ça peut être un arbre à problème, ça peut être... Mais est-ce qu'il y a pas des difficultés à ce niveau-là dans l'élaboration de l'unité Reflect, qui est vraiment qui est le levier sur lequel s'appuie le facilitateur, bien la facilitateur pour conduire son enseignement-apprentissage. L'autre question, c'est par rapport au discours de suivi. Nous, on a un superviseur qui assure donc la supervision des cercles Reflect auprès des facilitateurs pour s'assurer que vraiment l'unité a été bien élaborée, que les séances se déroulent normales en termes de prestations, qui encadre vraiment les facilitateurs. Est-ce que dans votre cas d'espèce, il y a dans votre dispositif un superviseur qui accompagne les facilitateurs durant donc le processus? L'autre question, c'est par rapport au diplôme. J'ai entendu dire, peut-être je ne me suis pas bien compris, est-ce qu'à la fin des 24 mois, vous délivrez des diplômes ou bien des certificats aux apprenants? Et est-ce que c'est les diplômes de l'État ou bien c'est les organisations de la société civile qui disposent donc de ces certificats-là? L'autre commentaire maintenant, c'est notre expérience. Nous, on a des cercles Reflect, mais la durée, c'est 22 mois.
qu'est-ce que nous faisons avant? D'abord, avant de commencer, on fait des tests de niveau pour nous assurer quel est le niveau de chaque apprenant. Donc, on sait qui est débutant, donc, une fois que les tests maintenant sont effectués, on déroule le programme. Au bout de 12 mois, on évalue. Quand on termine l'évaluation, on voit tout ce qui est en différence de niveau. Il y a vraiment qui ont acquis des compétences, il y en a qui sont encore au début, il y en a qui n'ont pas. Donc là, on fait vraiment la gestion multigrade. On sépare le cercle en 3 niveaux. Il y a des niveaux débutants, il y a des niveaux intermédiaires, il y a des niveaux avancés également. Mais les activités d'accompagnement, comme les financements des AGR, comme les formations techniques, ça, nous le faisons à partir du 6e mois. Donc, une fois que les 12 mois sont terminés maintenant, l'autre phase, c'est la phase de perfectionnement que vous appelez post-alphabétisation. Là également, donc, ce qui fait que notre programme va durer 22 mois où nous traversons vraiment le niveau débutant jusqu'au niveau avancé, quoi. Donc, voilà un peu notre expérience en matière de réflexe ici au Sénégal. Mais nous abordons les mêmes problématiques de violences basées sur le genre, des questions de sécurité alimentaire, des questions d'agroécologie, changement climatique, entre autres également, quoi. Merci. Madame Harriet, vous avez la parole et je crois que les questionnements de M. Mor Diakhaté sont valables aussi pour les 2 présentatrices. Madame Harriet, please, can you answer? Thank you. The issue of certificates, we give our graduates certificates, and the certificates is from government. When if it is a reflex center which is managed and funded by civil society, and then on the issue of assessment, we also are having 3 levels: beginner, middle, and advanced. And we do 3 types of assessment. We do initial assessment to gauge which level of entry. And then we grade accordingly to level beginner, middle, and advanced. And then after completing the first learning unit, we do what we are calling continuous assessment. And assessment will also enable us to push them within their levels, because they are beginners at 0 and beginners at 1. Maybe we base on the LAMP scale of UNESCO, which is literacy assessment and monitoring plan, LAMP scale for literacy, and also another scale for numeracy. So we do conduct assessment, but at the end of the 2 years, we do the summative learn assessment. And those ones who have not achieved level 3, they can now go and advance in their literacy skills acquisition within the community learning center as post-literacy. We do this to break the monotony and boredom and to jam up the program of literacy, of ICOLO program, teaching literacy and numeracy. We also assess knowledge. For example, a question can be asked that what are the causes of school dropout in the community? And because they will have been taught during the program, the person should be able to enumerate the causes and the causes of food insecurity, the causes of nutrition security, and the causes of GBV, plus their solutions. Thank you so much. Merci. Avant de donner la parole à M. Saïd, nous sommes déjà dans la plénière. Donc, chers participants, si vous avez des questions pour les 2 présentatrices ou si vous avez des contributions, elles sont les bienvenues. Monsieur Saïd, j'espère que vous vous êtes présenté sur le chat. Si vous ne l'avez pas fait, ça sera intéressant que vous le faites. Et vous avez la parole, Monsieur Saïd. Merci, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Voilà, je suis monsieur Saïd El-Rakib. Je suis le secrétaire général du Forum marocain pour l'apprentissage tout au long de la vie. Je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Je m'excuse, j'ai raté le démarrage, mais grosso modo, j'ai bien
saisi que le thème aujourd'hui, c'était l'approche Reflect. Je voudrais partager avec vous certaines conclusions de l'expérience marocaine de l'éducation des adultes. Primo, il faut que les approches et les programmes, il faut qu'ils répondent aux besoins. Et pour qu'ils répondent aux besoins, il faut créer des groupes à besoins similaires. Par exemple, on peut pas faire des groupes où il y a des jeunes femmes ou hommes âgés de 25 ou 30 ans avec des gens de 65, 70 ans. Les besoins vont être différents et alors ça peut ne pas donner de grands résultats. Primo. Deuxièmement, je pense que toutes les approches, que ce soit l'approche Reflect, que ce soit l'approche fonctionnelle, d'autres approches peuvent donner des résultats. L'essentiel, c'est que il faut créer des environnements encourageants. Par exemple, il faut qu'on plaidoie pour des passerelles entre l'éducation des adultes, l'alphabétisation et la formation professionnelle gérée par les centres de l'État. Aussi donner aux gens qui réussissent le programme d'alphabétisation à s'inscrire dans les examens certificatifs de l'enseignement formel. Ça va donner aux gens, ça va les encourager à insérer les programmes d'alphabétisation. Aussi, il faut qu'on crée une atmosphère d'apprentissage tout au long de la vie parce que M. Moore du Sénégal l'a évoqué au début, il y a l'hémorragie des programmes d'alphabétisation, c'est que les gens finissent le programme et ne sont pas pris en charge après avoir acquis les compétences de base. Ils peuvent dégringoler, ils peuvent retourner à l'analphabétisme. Il faut créer des atmosphères d'apprentissage tout au long de la vie avec des activités qui donnent aux gens la possibilité de faire tourner et développer les compétences acquises dans les programmes d'alphabétisation et comme ça, les gens vont progresser et vont renforcer leurs compétences et peut-être qu'ils seront des modèles. Autre chose, il faut qu'on milite, qu'on bataille pour la généralisation de l'enseignement primaire pour les enfants. C'est un enseignement primaire de qualité pour que d'ici un avenir proche, nous aurons des sociétés africaines dont nous serons fiers où il n'y a plus d'analphabétisme. Merci beaucoup. Merci, M. Saïd. Madame Harriet et Madame Solange, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à contribuer, à ajouter à la contribution de M. Saïd? Ou sinon, on passe à Tolé, il y avait une autre main levée, Tolera Negasa. Si vous n'avez pas de contribution, thank you very much. Quelque chose à ajouter aux contributions de M. Saïd, on passe à Tolera Negasa. Negasa. Yeah, you're right. Yeah. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Yes, we do. Excellent. I'd like to thank Madame Aquilo for her nice presentation. In your presentation, you have said the
mandate given to the facilitator, to my understanding, is, very much, and it's too huge to control and facilitate all that activities. Apart from literacy offering program. So what are some of the experiences that you have come across in follow-up and handling the facilitator to accomplish his task properly at the literacy centers in community development? Thank you. Thank you so much, Mr. Tolera. Our experience in Uganda is that if you recall, one of the best practices for Reflect is system strengthening. So for every Reflect center, there is a management committee based in the community. Okay. And this management committee is not created new, it is part of the governance structure, and they are being referred to as local councils. So once we have established a Reflect center and we have identified and trained a Reflect facilitator, then it is the management of the LC1 to ensure that the literacy facilitator is maintained on the job. And we normally sign a contract with him or sign an agreement with him or her to at least stay on the program for the next 24 months. So this one has enabled us to sustain the literacy facilitator. Actually, if they are to drop out, it is very insignificant. It does not affect the program because they are being overseen from the village or from the community using the government system of governance in the community to ensure that he does the needful. Thank you. Thank you very much. Ok, merci. Oumema, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Est-ce qu'il y a, chers participants, est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient intervenir? On va essayer de continuer. Mais en attendant, nous allons demander à Madame Ariette de bien vouloir répondre à Tolera. Il a répondu. Yes, thank you. Can you hear me? Ouais, ok. Donc, Il y a est-ce qu'il y a questions. une autre main levée? Il y a les questions qu'on avait posées à Madame Basinga, elle n'a pas encore répondu. Yeah. Abdoulaye, nous n'avons pas de main levée. Je ne sais pas si, il va y avoir une réponse à la question du dernier intervenant. Ok. Il y avait Carole qui avait posé une question à Madame Solange, elle avait mis ça sur le chat. Carole, vous voulez revenir sur ça? Oui, j'avais mis la question sur le chat. Je crois qu'elle peut répondre directement. Il y a M. Diakate aussi qui avait posé des questions. Elle n'a pas encore eu l'opportunité de répondre. Donc, si vous voulez Madame bien lui Solange, passer on la va donner parole. le temps à Madame Solange de répondre à ces deux questions. Si vous pouvez reprendre ces deux questions pour elle, si elle ne les a pas lues sur le chat. Je les ai notées, M. Konota. Je peux y aller si vous permettez. Ok, merci, Madame Solange. Merci. Voilà. Sinon, merci à M. Mor Diakité. Jakarta, je m'excuse. Hein. La première question, c'était la gestion des cercles multi-niveaux. Et effectivement, je dois dire que chacun a son rythme d'apprentissage. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Et quand on a ces cas, ça ne manque pas dans les cercles. Parfois, nous faisons des, comment on dit, apprentissage par les pairs. Parfois, entre apprenants, ils peuvent s'entraider. C'est ce que nous utilisons parfois. Et si le facilitateur peut également aider les prendre en charge un peu parfois en dehors des formations du cercle, mais ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile. C'est ce que je peux dire, sinon ça existe. Quant à l'environnement lettré, je vais lui dire vraiment merci. Merci. Ça, c'est un problème. Et je pense que je l'ai dit un peu un recul. Avant,
on avait beaucoup de journaux en langue qui paraissaient et nous, on était abonnés. C'était ces journaux-là qu'on achetait pour nos apprenants. Mais ce que nous faisons déjà dans les cercles-là, après les échanges, les causeries éducatives, après chaque leçon, il y a un résumé que le facilitateur fait. Et ces résumés-là constituent un peu comme leur livre de lecture. Et à la fin de l'année, il y a quelque chose sous la main pour lire. Et souvent, on leur demande d'amener des comptes, d'amener des trucs que nous écrivons. On essaie de constituer un peu notre environnement lettré, mais ça ne suffit pas, j'avoue. Mais heureusement pour nous, maintenant, au Burkina Faso, les langues nationales vraiment ont une part très, très importante par ce gouvernement-là et qui a lancé encore les sous-groupes de langues. Toutes les langues, les sous-groupes de langues ont été dynamisés. Donc, ça permettra peut-être de résoudre et ils ont pris en compte cette dimension-là. Et pour aller vite, il y a également la phase Madame Carole qui disait pourquoi les 3 ans au lieu de 2 ans en fait, 2 ans au lieu de 3 ans. En fait, chez nous, l'évaluation certificative, c'est les régaliens, l'État qui fait l'évaluation certificative. Nous on fait l'alphabétisation, mais l'évaluation certificative, c'est le rôle des régaliens. Et à la fin, il y a une attestation, ça permet de répondre en même temps, monsieur Mort. Il y a une attestation qui est délivrée aux apprenants. Et c'est l'État qui délivre cela. Et comme en 2 ans, on fait l'évaluation certificative. La 3e année, en fait, c'est la phase de renforcement ou de perfectionnement, si on peut le dire. Donc, pourquoi ne pas entendre, comme l'évaluation est déjà faite en 2e année, les apprenants voudraient qu'on ramène, au lieu de 3 ans, que ce soit 2 années de formation et qu'on puisse quand même faire en même temps le renforcement au cours des 2 années. Et combien le coût? Il y a Madame Carole qui avait demandé combien. Un cercle, c'est environ 658 000 francs l'année. Et le facilitateur, il est payé à 20 000 francs. On a essayé de voir en dollars, c'est 1131 $, je crois, par campagne, puisque nous avons 3 campagnes. Et donc, c'est ça. Et alors qu'il y a d'autres formules où le facilitateur est payé à 75 000 francs, voire 100 000 francs. Alors que nous savons tout le travail qu'il y a dans un cercle reflète. Alors, ça fait que ce n'est pas facile pour ceux qui ont des cercles reflètes et ça fait des remous. Pour monsieur Mort, il y avait quand même une question qui s'adressait à nous toutes. J'ai répondu déjà à l'autre, l'attestation et les régaliennes. Mais nous, le cercle, nous ne faisons pas de test de niveau au départ. Ce n'est pas notre pratique, en fait. On ne fait pas de test pour entrer dans un cercle reflète. Mais il y a le facilitateur, il y a le superviseur et il y a également le responsable, il y a le responsable de l'alphabétisation après le superviseur. Il y a un responsable alpha qui est là et il y a l'opérateur également qui est là. Et tout le monde fait le suivi, ce n'est pas exactement le même suivi, mais le suivi appuie le suivi pédagogique. Il y a le superviseur, il y a le coordonnateur alpha et même il y a le service technique qui passe. Ça, c'est l'État. Et nous, en tant qu'opérateurs, en tout cas mon expérience, comme j'ai la chance d'être dans le domaine, je suis linguiste de formation et je suis formatrice. Quand je fais le tour des cercles, nous avons institué des rencontres pédagogiques. Tous les mois, jusqu'à présent, nous avons des rencontres pédagogiques, c'est-à-dire que quand le superviseur passe, il fait ses observations, il relève tout ce qu'il y a comme difficulté. Le coordonnateur alpha relève ce qu'il y a comme difficulté. L'opérateur qui passe fait... Et après, on fait venir tous les animateurs en une journée où on essaie de repasser encore ces difficultés-là ensemble, essayer d'aplatir, apporter des solutions. Et si pour les prochaines leçons, s'il y a des appréhensions déjà,
c'est poser et on essaie de les aider comme ça. C'est comme ça que nous procédons. Je pense que j'ai fait le tour des questions, mais s'il y en a, je pourrais toujours apporter des éléments de réponse. Merci. Merci à tout le monde. Merci aux chers participants, que les deux présentations étaient très enrichissantes. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous risquerons même de passer toute la journée encore à échanger. Certes que les uns et les autres ont des calendriers surchargés. Donc, ma collègue Lindia va échanger avec vous sur le chat une adresse email à laquelle, chers participants, vous pourrez éventuellement soumettre vos questions aux deux présentatrices et éventuellement, nous allons compiler leurs réponses et échanger avec vous. Et nous sommes très heureux. Et nous sommes heureux aussi de vous apprendre qu'il y a parmi les participants, il y a les organisations de certains participants qui sont déjà sur la plateforme Moja, telles que, comment dirais-je, APM du Burkina, Alpha Deg du Sénégal, j'en passe. Pamoja, c'est déjà notre réseau essentiel. Nous avons aussi le Forum marocain qui est sur la plateforme Moja. Nous encourageons tous les participants, leurs associations, leurs organisations. Nous voudrons avoir leur profil sur la plateforme Moja parce que le projet continental africain est là pour mettre en coordination, en synergie, en réseau, les différents professionnels de l'éducation des adultes en Afrique. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Oumema qui va vous faire la présentation de la plateforme Moja. Oumema, please. Merci Abdoulaye. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oumaima Kefi, je suis chargée de communication régionale Afrique du Nord chez DVV International. Et je voudrais vous remercier pour vos questions, pour cet échange constructif. Donc, comme mon collègue vous a déjà dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos adresses mail. Et aussi, Lindia va vous communiquer une adresse mail pour pouvoir nous contacter et nous vous mettrons en contact avec les intervenants de ce webinaire. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter rapidement la plateforme Moja. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Tout à fait. Très bien. Donc, Moja est une plateforme en ligne pour les praticiens et les professionnels de l'éducation des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie, dans le secteur public, privé et la société civile, aussi dans le milieu universitaire en Afrique. Il s'agit d'un lieu de création de liens et un lieu d'échange avec plusieurs praticiens de l'éducation des adultes sur tout le continent africain. Donc, faire partie de cette communauté a beaucoup d'avantages, comme l'accès à des informations sur l'apprentissage et l'éducation des adultes. Donc, vous pouvez ajouter des articles ou lire des articles aussi, avoir accès aux expériences des autres. Vous aurez aussi accès au profil d'organisation d'apprentissage des adultes. Vous aurez aussi accès à nos événements comme ce webinaire aujourd'hui par exemple et vous pouvez aussi apporter vos propres expériences en vous inscrivant sur Moja. Donc pour s'inscrire c'est très facile, vous pouvez tout simplement scanner ce QR code qui est juste là ou bien visiter www.mojaafricain.net. Donc, l'inscription est très facile et vous pouvez juste après partager vos expériences, vos articles avec nous et vous aurez aussi accès aux autres articles publiés par les autres praticiens. Donc, je vais rapidement vous présenter la page pays. Il s'agit d'un outil de visibilité. Alors, l'équipe de Moja a fait une enquête pour pouvoir créer cette page pays. Il s'agit d'une vitrine nationale de l'éducation des adultes et nous avons collecté ces informations grâce à un questionnaire. Donc, nous avons fait un questionnaire avec plusieurs praticiens de chaque pays de l'Afrique pour avoir des informations sur les politiques et cadres réglementaires existants, les principaux programmes et projets en cours, les institutions et acteurs impliqués, les bonnes pratiques, innovations et ressources et les défis et perspectives du secteur.
Et nous avons réussi à créer une page pays pour les pays de l'Afrique. Donc, il y a plusieurs pays qui sont déjà disponibles. Toutes les données sont disponibles sur cette page-là. Vous pouvez la trouver sur la première page du site web. Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, fait une collecte de données. Nous avons aussi fait des ateliers de consultation avec des acteurs de la société civile et des praticiens de l'éducation des adultes. Et nous tenons à refléter la réalité du terrain et valoriser les efforts nationaux en matière d'éducation des adultes. Donc, cette page n'est pas finalisée, donc nous souhaitons toujours vérifier les informations et mettre à jour aussi les informations. Donc, si vous avez des informations à nous fournir, elles sont bien sûr les bienvenues. Donc, nous restons en contact avec les représentants nationaux pour des retours, des corrections ou des informations supplémentaires. Et on vous invite à nous envoyer vos avis ou vos informations pour la mise à jour de cette page-là sur info@mojaafrica.net. Donc, n'hésitez pas à prendre note et à enregistrer ce mail-là. Voilà, donc vous pouvez nous aider en nous envoyant des documents, des liens, des coordonnées d'acteurs clés ou même des profils d'organisations qui travaillent sur l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie. Et pour finir, je voudrais vous rappeler qu'on est présent sur Facebook grâce à notre groupe Africa Adult Education Practitioners, qui est en français praticien de l'éducation des adultes. On est aussi présent sur LinkedIn, donc c'est tout simplement Moja, M-O-J-A. Et nous avons aussi une chaîne YouTube, Moja-ALE, donc Adult Learning and Education, et bien sûr notre site web mojaafrica.net. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci.